Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière table ronde sur l'impact, le digital comme levier de performance pour les entreprises à impact. On va pouvoir accueillir sur scène Estefania Larrañaga, qui est la fondatrice de Place2Swap, et Maxime Delavallée, fondateur de Crushon. Je suis ravi de vous accueillir à cette table ronde. Merci à tous les deux. On a beaucoup parlé ce matin de transformation digitale et on a pu, heureusement, il était temps, introduire le sujet de l'impact et de la RSE dans le cadre de ce baromètre croissance et digital. C'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre parcours et surtout ce que vous faites avec Place2Swap et Crushon? Estefania. Et ben moi, c'est Stefania, je suis espagnole, vous allez le voir, vous allez l'entendre tout de suite. J'ai un parcours retail très complet. J'ai bossé dans la grande distribution, chez L'Oréal, j'ai vécu en Pologne. Après, j'ai fait des retail dans une maison de lingerie en France. Et suite à tout mon parcours, j'ai décidé de me lancer dans la deuxième an. On était très précurseurs parce que ça fait déjà 6 ans. Et parce qu'on se disait que les marques, il y avait une tendance qui allait venir, la tendance de prendre, de la responsabilité, de comment les marques rendaient la consommation plus responsable. Et du coup, on s'est lancé en 2016 avec cette idée de lancer un outil technologique pour que les marques puissent intégrer la seconde main dans leur modèle économique. Donc c'est ça ce qu'on fait depuis 2016. Les choses ont beaucoup évolué. Au début, les marques nous disaient non mais ça va jamais arriver, c'est pas possible. Et depuis, quand on regarde ce qui se passe chez Vinted, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, si on pense à une marque type Sandro, en 2016, il y avait 40 000, 50 000 produits en ligne. Chez Vinted, aujourd'hui, il y a 700 000. Donc voilà, pour voir un peu l'évolution de ces marchés-là, c'est un marché, c'est pas une mode, c'est une tendance des fonds qui est drivée par plusieurs sujets. Et du coup, aujourd'hui, on a un produit qui est très très adapté aux marques. Et en fait, notre objectif, c'est qu'elles puissent pérenniser, trouver un modèle pérenne pour pouvoir intégrer la circularité, les modèles circulaires au sein de leurs écosystèmes. Maxime ? Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci Alexandre pour l'invitation. Merci à Axel aussi pour toute l'organisation. Je m'appelle Maxime Delavallée, je suis le cofondateur de Crushon. On est la plateforme omnicanale de la mode circulaire. Donc encore une logique de circularité ici. En tant que Bicorp, notre mission est assez simple. On doit démocratiser la mode circulaire pour supprimer le gaspillage textile. Et on fait ça de manière aussi assez intuitive en connectant les commerçants professionnels de la mode circulaire, que ce soit des friperies vintage, des marques upcycling, des dépôts-ventes, des collectionneurs de luxe vintage, avec des consommateurs un peu partout en Europe. Et on fait ça en ligne et en physique, notamment à travers 3 canaux de distribution sur lesquels on se concentre. Le en ligne à travers notre marketplace et une suite logicielle qui est intégrée à l'écosystème. Le retail avec plusieurs points de vente permanents, notamment Galeries Lafayette et puis avec Unibail Rodamco Westfield. Et enfin, sur un axe événementiel aussi, où on organise des pop-up récurrents, des vintage markets, un peu partout en Europe. Et donc, si on est à l'heure actuelle basé en Europe avec environ 450 000 utilisateurs annuels sur l'année précédente et 1500 revendeurs professionnels, l'objectif, bien entendu, à long terme est de pouvoir aussi démocratiser cette mode circulaire à l'échelle internationale. Okay. 2 super acteurs emblématiques donc de notre sujet. Je vais démarrer par un chiffre clé qui m'a interpellé du baromètre, c'est qu'on a 4 commerçants sur 5 qui considèrent qu'il est important de pouvoir s'engager dans une démarche RSE, proposer des offres éco-responsables. Et Stefania, est-ce que c'est ce que tu constates auprès des marques que tu accompagnes et de manière plus particulière, est-ce que tu aurais des exemples emblématiques justement d'actions qui vont dans ce sens de la part de tes clients? En fait, les marchés de la seconde main, de la seconde vie, aussi en France qu'aux États-Unis, partout, il a été préempté par des plateformes tierces. Quand on pense en France, on pense au Bon Coin, on pense à Vestiaire Collectif, on pense à Vinted, etc. Aux États-Unis, on a les mêmes exemples. On avait Craigslist, on avait Daryl Reel, ThredUp, etc. Mais depuis quelques années, depuis 3 ans, il y a les phénomènes de resale à ces services qui s'est lancé. Parce qu'en fait, toutes les marques ont besoin d'avoir leur propre territoire de seconde vie au sein
de leur écosystème. Et donc, du coup, ça se transmet un peu dans tous les business. Ce n'est pas juste le e-commerce de la marque qui va avoir une vitrine digitale, c'est comment, moi, marque, je vais pouvoir aussi avoir un corner demain, un corner seconde main dans mon magasin. Donc, en gros, notre vision, c'est que demain, toutes les marques auront leur vitrine des produits neufs, aussi bien en magasin qu'en e-commerce, et leur vitrine des secondes vie, aussi bien en digital qu'en magasin. Et on ne fait pas la distinction. On parlait tout à l'heure des digital, des e-commerce, des retail, de tout. Enfin, aujourd'hui, c'est un tout. L'omnicanalité, c'est un fait. Enfin, il ne faut plus en parler. C'est juste, on est des clients omnicanaux tous. Donc, du coup, c'est un besoin, c'est une réalité. Et les marques, nous, on n'a pas encore aujourd'hui des clients qui ont des corners physiques au magasin, mais on y travaille parce que c'est une volonté désormais des marques de pouvoir montrer, de pouvoir agir sur ces territoires dans l'ensemble de leurs points de contact avec les consommateurs. Et en ligne, quels exemples tu pourrais nous donner de marques qui auraient déployé justement un corner Place to Swap? En fait, nous, on a fait des projets avec Cdiscount, avec VP, avec Galeries Lafayette, avec Camaïeu. On était très précurseurs là-dessus. Maintenant, on s'est centralisé vers des marques plutôt monomarques, par des raisons d'utilité, enfin d'expérience client, etc. Et des valeurs ajoutées de produits. Et donc, on a commencé avec un nouveau client décoration depuis le mois de janvier. Et maintenant, on a signé, je ne vais pas trop le dire, mais on a signé 3 grosses marques dans la mode qui vont justement mettre en place ces nouveaux produits qui est notamment digital, mais qui aura aussi un corner physique par la suite. Donc une tendance de fond qui s'accélère. En fait, il s'accélère. Demain, on dit que 50% des business des marques sera du business circulaire. Donc demain, c'est dans 5 ans. Donc il faut absolument pouvoir trouver un modèle économique pérenne pour pouvoir dire, dans mon mix des marques, moi, 50% de mon business, c'est du circulaire. Donc il faut que je puisse gagner de l'argent avec ça, sinon je vais mourir. Et ça, c'est dû à des habitudes des consommateurs, aux besoins de la planète, au contexte économique, etc. Donc, du coup, c'est une énorme transformation. Les marques, elles sont hyper conscientes. Et du coup, maintenant, elles s'y travaillent fortement, quoi. Ok. Maxime, toi, 100% de ton business relève de la mode circulaire. Est-ce que, à l'instar des commerçants, tu notes aussi que tes clients, les consommateurs finaux, ont cette quête de sens et cette envie d'offres éco-responsables? Comment tu le vois et comment finalement tu y trouves quelque chose de particulier de pouvoir l'exprimer à partir de ton site e-commerce? Ouais, c'est un très bon point. Je pense qu'il y a peut-être 2 grilles de lecture à ce niveau-là. Une première peut-être liée aussi à notre positionnement, puis une seconde un peu plus empirique liée aussi au retour direct de nos clients. Nous, sur notre positionnement, je dirais stratégique, on a décidé aussi d'avoir cette approche B2C, à la différence des nombreuses plateformes que tu citais, Stéphania, aussi en amont, pour pouvoir aussi, en rassemblant l'offre de professionnels sur une seule et même plateforme en omnicanal, apposer un double gage de qualité, un premier sur le produit qui est sourcé par des professionnels et un deuxième sur le service client avec aussi une capacité d'aller assumer un service client supérieur à notamment certaines plateformes entre consommateurs. Mais ce qui va peut-être aussi nous intéresser là-dessus, c'est le retour empirique du marché. Nous, on a plus de 85% de nos clients qui sont des Gen Z et des Millennials, donc des 15-35 ans. Et ce qu'on nous met souvent en avant comme un facteur différenciant de l'offre de Crush-On, c'est souvent sur 3 aspects au niveau des produits. Un premier qui est autour de l'unicité stylistique. C'est souvent ces consommateurs qui vont vouloir aller chercher un style unique à travers la mode circulaire, la mode de seconde main, la mode upcyclée. C'est deuxièmement un aspect environnemental, pouvoir se dire on va consommer des produits qui plus est sont de bonne qualité. Nous on a cette politique un peu stricte aussi sur Crush-On de ne pas accepter la fast fashion par exemple, mais de pouvoir en tout cas avoir ce gage de qualité produit. Et puis enfin un prix qui est compétitif où là aussi on a un cahier des charges qui souligne que les revendeurs ont le droit et ils sont même encouragés à partir vers de l'omnicanal, mais les prix doivent être égaux ou inférieurs sur Crush-On vis-à-vis des autres plateformes. Donc c'est souvent les 3 vecteurs clés qui nous sont remontés et ce qu'on
remarque de plus en plus, c'est aussi que sur un segment de cette communauté qui est basé notamment en région, pas forcément dans les grandes métropoles où l'offre de mode circulaire est peut-être plus accessible par moment, il y a cette logique d'accessibilité en ligne qui permet aussi d'avoir ce caractère différenciant, parce qu'ils peuvent aussi bien les choper en vintage market chez Crushon que en ligne à travers la plateforme. On a plus de 50 000 références produits disponibles en continu. Et de toute façon, il ne faut pas oublier que les consommateurs des secondes mains, enfin vintage, seconde vie, etc., c'est un consommateur plutôt jeune. Il est un consommateur online. Et il est un consommateur, notamment, qui aime beaucoup les marketplaces. Donc, du coup, voilà, motivé d'abord par les prix, comme tu disais tout à l'heure, et par l'expérience et par les retrouvailles des produits rares voilà, j'ai pas envie de m'habiller comme tout le monde, j'ai envie de pouvoir avoir aussi ma propre mode et enfin de pouvoir consommer responsable. Il y a de plus en plus des consommateurs qui déclarent moi mes marques préférées, mes paniers de marques préférées ne me proposent pas des choses responsables, je n'irai plus quoi. Donc voilà. C'est un bon retour sur les consommateurs et les consommatrices. Et c'est ce qu'ont noté les commerçants. Le deuxième chiffre clé du baromètre, c'est qu'on voit qu'un commerçant ou une commerçante sur deux est déjà passé à l'action ou va passer à l'action et mettre en place une offre éco-responsable. Et Stéphania, qu'est-ce que ça veut dire mettre en place une offre éco-responsable et dans quelle mesure, finalement, le digital permet d'accélérer cette mise en place? En fait, éco-responsable, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on regarde la chaîne de valeur d'un magasin, peu importe, il y a les sourcing, il y a les transports, il y a la manière dont les magasins est tenus dans la durée, et puis il y a la vente à proprement dit. Donc l'éco-responsabilité, on peut la trouver dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Comme disait tout à l'heure la directrice d'Ipsos, aujourd'hui, les commerçants, quand ils pensent éco-responsabilité, ils pensent sourcing des produits responsables. Donc, du coup, ils vont aller chercher dans leurs fournisseurs un pourcentage, je ne sais pas si c'est aussi granulaire, mais en tous les cas, ils vont aller chercher à de plus en plus proposer des produits responsables. Donc, c'est une tendance de fond aussi qui existe dans la production et dans l'amont de la chaîne de valeur. Ce qui permet la partie digitale d'une manière très simple aujourd'hui, c'est venir agir dans l'aval. C'est-à-dire, parce qu'en fait, toute la partie sourcing, c'est quand même beaucoup plus longue et beaucoup plus... il y a beaucoup plus de travail. C'est pas immédiat. Alors qu'avec la partie digitale, on peut mettre en place des plateformes secondes, on peut tracer d'une manière très simple et pouvoir agir sur tout ce qui est la seconde vie des produits. Après, il y aura aussi d'autres initiatives comme la réparation, le recyclage, etc., que les marques elles vont pouvoir, que les commerces ils vont pouvoir mettre en place. Et aussi, il y a des outils digitaux qui vont permettre de faciliter toutes ces tâches-là. Donc, en fait, le digital, il va venir s'interfacer dans toute la chaîne de valeur. Parce que quand on pense aussi au sourcing, on pense tout de suite à des outils des RG, des blockchains, des traçabilités. Où est-ce que les matières premières ont été sourcées? Comment elles ont été achetées? Est-ce que les travailleurs qui ont bossé dans les sourcing, ils étaient bien? Enfin voilà, il y a plein de sujets. Et les digital, à chaque maillon de la chaîne de valeur, il y a des outils digitaux qui vont permettre de suivre et d'implémenter toute l'inclusivité, on va dire, RSE de la chaîne de valeur, quoi. Maxime, ton point de départ, il était digital. Qu'est-ce qui toi a un impact particulier en termes justement d'offres éco-responsables pour Crushon à travers le digital? Oui, pour le coup, le digital, c'est un levier qui est plus qu'important. Il est central, il est au cœur même du projet, de la valeur qu'on peut apporter à l'écosystème. Et on part même à l'origine chez Crushon d'un constat technique qui est aussi assez simple, qui est finalement, on s'est lancé nous il y a 4 ans. À l'époque et même toujours aujourd'hui, il y a encore peu d'outils aussi performants, notamment que Place2Swap sur la partie marque, mais il y a encore peu d'outils qui permettent aussi bien la croissance des commerçants spécialisés dans la mode circulaire, qui ont des enjeux notamment de gestion d'inventaire extra large avec des stocks uniques. En parallèle de ça, deuxièmement, il y a aussi peu d'outils qui permettent à certains acteurs historiques de la mode, et nous on va se concentrer aussi davantage sur certains retailers, mais leur permettre de déployer une offre de mode circulaire premium en omnicanal.
Et c'est là-dessus où nous, avec Crushon, on veut vraiment aussi se servir pleinement du digital pour aller proposer finalement non seulement un lieu de rencontre en physique et en ligne pour ces professionnels de la mode, mais aussi un outil technique qui s'intégrerait à notre marketplace pour permettre une diffusion aussi de la mode circulaire à grande échelle. Et donc c'est dans ce cadre-là où on va vraiment servir du digital comme un levier à part entière pour continuer à diffuser ça, aussi bien à travers la professionnalisation finalement de tous les commerçants et la digitalisation de tous les commerçants professionnels de la mode circulaire, que aussi en redéployant ensuite notre offre et ce de manière automatisée à travers plusieurs autres plateformes partenaires. Et tout ça se fait essentiellement grâce à des outils numériques et à travers la technologie. Okay, très bien. Bah justement, basculons dans le physique. Puisque, troisième chiffre clé, on voit que 51% des commerçantes et des commerçants considèrent désormais que la stratégie omnicanal est une évidence. Alors pour toi, Maxime, tu as développé un modèle assez directement omnicanal avec les vintage markets. Est-ce que tu peux nous en dire plus et quelle différence tu vois entre les comportements sur le site Crushon et les comportements notés sur vos événements et sur vos points de vente physiques? Oui, complètement. C'est vrai que c'est un point qui est vraiment clé aussi, qui est au cœur de notre mission, cette omnicanalité. Et pour le coup, c'est un vrai enjeu, c'est une stratégie qui a été plus que payante et qui est même, à notre sens, nécessaire pour développer de manière exponentielle notre croissance. Et pour le coup, sur ces éléments, on va donc se connecter aussi bien aussi bien les consommateurs et les commerçants pros en ligne, à travers les vintage markets aussi sur un format événementiel et en retail. Et ce positionnement nous permet vraiment d'aller apporter une expérience complète et surtout de travailler sur ce qui fait, à mon sens, toute la beauté de l'omnicanalité, c'est-à-dire ce système de vases communicants qui va permettre finalement à chaque canal d'aller nourrir l'autre et de former un ensemble qui va permettre le développement beaucoup plus rapide de toute la structure. Donc on se sert de ça aussi pour développer ces effets de réseau, non seulement en interne par canal, mais aussi de manière un peu croisée entre ces différents canaux. Et vis-à-vis du comportement aussi des utilisateurs à chaque fois, finalement, la vision aussi derrière, c'est de se dire, dans un monde post-Covid où le commerce en ligne continue à se développer, le commerce physique reprend et ça touche aussi à toutes les catégories d'âge. Nous, on adresse aussi les plus jeunes, mais quand on est aux Galeries Lafayette, par exemple, on a aussi une population assez jeune qui vient nous rendre visite. Sur ces éléments-là, c'est important d'aller se positionner via cette omnicanalité pour proposer une expérience complète et travailler vraiment sur ces effets de réseau, surtout quand on est une marketplace ou un outil numérique logiciel. Oui, d'ailleurs, nous, notre plateforme, elle est complètement intégrée au site de la marque, c'est-à-dire que les consommateurs vont commencer leurs expériences de mise en vente depuis les sites de la marque. Je suis chez ma marque, j'ai un petit icône avec un centre, je clique et hop, j'arrive directement à mon placard digital où je vais pouvoir d'un clic mettre mes produits en vente. Donc, du coup, il faut absolument, tout ça se fait par SSO, etc. Enfin, en gros, l'omnicanalité a beaucoup de leviers et l'intégration, ça en est un. Il faut absolument que l'expérience seconde vie soit absolument intégrée, 100% intégrée à l'expérience neuve pour que ça marche et que finalement il y a une émulation, il y a une complémentarité entre les deux univers qui seront un demain, quoi. SSO, single sign-on, accès à son compte unique. En fait, l'idée, c'est que les consommateurs n'aient pas à se connecter deux fois, qu'avec la connexion de sa marque, ils puissent être immédiatement connectés à la plateforme de seconde vie. Et du coup, c'est une question, comme disaient les mousquetaires tout à l'heure, d'expérience client. Il faut que l'expérience soit fluide, facile, et, parce que sinon, les consommateurs ils ne viennent pas. En fait, l'enjeu de la seconde vie, c'est faire venir les consommateurs chez soi plutôt qu'ailleurs. Et pour qu'ils viennent chez soi, il faut que ça se passe mieux. Donc il faut que ce soit facile, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit tracé, il faut qu'il y ait un service client derrière qui rassure les consommateurs. Et donc c'est tout ça ce qu'on rassemble dans nos plateformes qui font en sorte que... Et enfin, un modèle économique pérenne qui est absolument fondamental. Alors on parle d'omnicanalité, de commerce physique. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que 57% des commerçants considèrent que le digital est un levier de développement pour le commerce local. Est-ce que, Maxime, à travers ton emprise et ton empreinte, peut-être plus locale aussi, avec les points de vente et les événements, tu notes ça et finalement, comment ça se passe pour les friperies premium ?
Ouais, c'est un très bon point. C'est vrai que nous, on s'est lancé en effet sur ce modèle événementiel au démarrage, avant même en réalité la marketplace. Donc ça nous avait permis de tester sur le terrain. On organisait ces vintage markets, qui sont des événements assez festifs dans différents lieux alternatifs de Paris, la Cité de la Mode, le Point éphémère, etc. Et c'est vrai que c'était à l'origine une communauté extrêmement localisée qui consommait chez Crushon, mais aussi au niveau des commerçants. On s'était basé sur cette première niche. Et à travers ensuite le lancement une année après de notre marketplace en ligne, on a permis aussi à nouveau de complémenter cette expérience aussi bien utilisateur côté vendeur que client, et de permettre aussi le développement de ce commerce local un peu partout en France, puis ensuite maintenant à l'échelle européenne. L'enjeu pour avoir une vraie complémentarité, à mon sens, entre cette approche de localité et puis du digital et créer ces synergies complémentaires, c'est de pouvoir aussi à nouveau se baser sur, et je recite le mousquetaire, mais sur, pour le coup, cette proximité fonctionnelle. C'est arriver finalement à cibler dans le parcours client les éléments aussi bien en ligne, en physique à l'échelle locale, et en ligne pour ensuite aller massifier son offre et puis la passer à l'échelle. Trouver sur quel point on peut aller constamment améliorer l'expérience client, améliorer l'expérience utilisateur pour permettre aussi bien côté business d'aller déployer leur offre un peu partout, aussi bien en physique qu'à l'échelle locale qu'en ligne à l'échelle internationale, et côté consommateur pour avoir pleinement un parcours de consommation en ligne et en physique qui soit harmonisé et qui lui permette à chaque fois de trouver la meilleure offre au meilleur prix. Voilà, moi, je pense que tout est dit en fait. Ouais. Enfin, en gros, la digital est au service du commerce. Enfin, nous, ce qu'on fait, enfin, en tant que consommateur, même si on va pas aller consommer tout de suite sur les digitales, on va regarder. Bon, je vais aller sur le site. Est-ce que les magasins tels, est-ce que je peux trouver ça, est-ce que les horaires, enfin, en gros, voilà, il faut absolument que tout soit connecté, mais pas seulement dans les ship from store ou dans les one click, enfin dans les click and collect. Il faut absolument que tout, enfin, qu'il y ait des vases communicants pour tout, pour que nous, enfin, pour que les consommateurs ne perdent pas les liens et qu'ils se sentent en confiance et en fluidité et qu'ils restent chez la marque, enfin, chez les commerces. Les commerçants c'est tout à fait pour ça que notre club s'appelle le Commerce Tech Club, puisqu'on considère que le commerce est de facto intégré désormais. C'est pour ça qu'on a parlé de commerçants, et c'est pas seulement les commerçants de quartier, de bouche, etc. On parle d'entreprises de commerce qui vont vendre à travers des réseaux de magasins, à travers des forces de vente en ligne. On est bien aligné là-dessus, pour nourrir ce commerce en compétences digitales, puisqu'on a vu que c'était un des enjeux majeurs pour les entreprises. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner, avec peut-être une petite touche éco-responsable, puisqu'on sait aujourd'hui que pour les jeunes générations, nos générations, on a un vrai sujet là-dessus, avec un sujet de quête de sens, encore une fois. Ouais. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux commerçants qui recrutent des talents digitaux ? Ouais, moi, je pense que j'aurais un conseil aussi, un conseil aux jeunes qui vont aller sur les marchés ou qui vont se lancer sur des projets aussi d'éco-responsabilité. On a dit dans les baromètres, les commerçants attendaient que les jeunes comprennent bien les enjeux d'une entreprise. C'est hyper important, donc il faut comprendre ça. Et puis il faut comprendre que c'est pas l'éco-responsabilité pour l'éco-responsabilité, pardon, c'est l'éco-responsabilité en fonction, enfin au service du business. Et ça, c'est hyper important. On fait pas de l'éco-responsabilité pour se faire plaisir. C'est parce qu'il faut faire du business. Donc ça, c'est les deux choses que je recommanderais aux jeunes. Et aux commerçants, aux marques, aux recruteurs, c'est de bien essayer de comprendre la manière de faire des jeunes aujourd'hui, parce qu'ils sont très différents, ils ont des motivations différentes. Il faut qu'ils comprennent bien pourquoi ils sont là. C'est pas des poseurs de pierres, c'est des constructeurs de cathédrales. Donc du coup, il faut qu'ils sachent quelles est leurs contributions et il faut qu'ils soient tout le temps motivés. Donc du coup, je pense qu'il faut faire un effort du côté des plus âgés pour comprendre comment ils s'agissent et quelles sont les ressources de motivation, et qu'ils leur fassent confiance. Il faut leur faire confiance, toujours en les accompagnant, parce qu'ils savent beaucoup de choses, mais il y a d'autres qui ne savent pas. Mais il faut il faut se faire confiance des uns aux autres pour que la complémentarité des savoir-faire des uns et des autres joue au faveur du business et au faveur de la construction d'un endroit, d'un good place to work, quoi, parce que c'est hyper important.
Je m'aligne pleinement aussi avec ce que souligne Stéphania. On est dans un contexte qui est extrêmement mouvant, extrêmement changeant. Ça a beaucoup évolué aussi vis-à-vis des nouvelles normes autour du recrutement. Je pense notamment au full remote, le fait de pouvoir travailler de n'importe où, qui devient aussi un point vraiment clé. Et je pense que c'est dans ce cadre-là où la culture aussi des entreprises, aussi bien à l'échelle des petits commerçants, des plus grands ou même des grandes entreprises, cette culture doit pas rester monolithique, elle doit aussi évoluer dans le temps. Et nous, typiquement chez Crushon, on va vraiment mettre l'accent sur 3 aspects et je pense que ça peut, dans certaines mesures aussi, se répliquer sur certains axes du marché. Mais c'est se dire que il faut pouvoir constamment conserver une certaine forme d'agilité, donc des méthodes agiles, donc non seulement dans la gestion des projets opérationnels, mais aussi dans la capacité de recruter, de favoriser certaines expertises, quitte à investir davantage sur ces éléments-là, pour pouvoir aussi bien préparer le futur, mais toujours le faire de manière très agile et à travers une priorisation parfois froide. Un élément aussi autour de cette ambition, une ambition typiquement pour des commerçants aussi, de reconstruire le commerce. Nous, c'est aussi de se dire qu'on doit arriver à démocratiser, à transformer l'industrie de la mode. Pour ça, il faut que cette ambition soit partagée à l'échelle de la culture et qu'on la fasse ressentir à travers notre manière de communiquer aussi aux potentiels candidats et candidates, de telle sorte à ce qu'on leur donne envie de nous rejoindre. C'est un point qui est vraiment clé. Et puis, finalement, aussi le lien avec le digital et puis les résultats du baromètre, c'est quand même cette volonté de constamment vouloir apprendre et vouloir diffuser le savoir au sein de son organisation. Et ça, à n'importe quelle taille. Nous, en interne, on a mis en place les Crushon Academy. Donc, chaque semaine, il y a un membre de l'équipe qui va présenter pendant 30 à 40 minutes un sujet sur lequel il est particulièrement expert ou qui lui tient particulièrement à cœur. Moi, je me suis formé à TikTok comme ça parce que, justement, une de nos stagiaires nous a expliqué comment ça fonctionnait. Et c'est un peu sur ces 3 axes où je pense que, après, bien entendu, la culture de chaque entreprise est vraiment unique, mais sur ces 3 axes en particulier, il y a beaucoup de choses à créer en commun, de telle sorte à ce qu'on puisse attirer de plus en plus de jeunes talents qui, in fine, permettront aussi un essor des commerces et un essor des entreprises au sens large. Oui, en fait, je voulais rajouter que dans tout ce qui est les mondes du RH, il y a la digitalisation a énormément changé les choses. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de manières de faire. Enfin, la manière de faire a complètement changé et évolué. Et du coup, je pense que côté employeur, il faut vraiment être en constante formation et à l'écoute de ce qui se passe parce que honnêtement, moi, j'appartiens à un channel des RH de toutes les startups de France et c'est hallucinant. Enfin, ça n'a rien à voir avec la manière de faire d'autrefois. Du coup, si on ne travaille pas sur ces sujets-là, forcément, les nouveaux talents ils vont avoir tendance à aller voir ceux qui savent mieux les attirer vers ceux qui savent mieux leur parler. Donc, du coup, il faut beaucoup travailler la marque employeur et il faut beaucoup aller voir comment ça se passe dans cet univers des startups où ils sont à fond avec tous les outils digitaux et tous les outils RH, et que ce soit pour la formation, pour les recrutements, pour les travail de la marque employeur, enfin pour toute la chaîne des valeurs RH. Je pense c'est très important de regarder tout ça, de se former et de pouvoir parler aux nouveaux talents de la même manière pour qu'ils aient envie de venir chez soi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Stéphania. Merci Maxime. Alors, on a parlé de mode circulaire, d'éco-responsabilité, mais j'ai aussi envie de vous dire que vous m'avez beaucoup inspiré. On sent la passion, l'énergie et cette envie d'avancer. Et j'espère que ça a été communicatif pour toutes et tous, dans la salle comme en ligne. Ainsi s'achève notre matinée du baromètre croissance et digital 2022 avec en tout cas les tables rondes et ça s'achèvera réellement après la conclusion de Frédéric qui va nous dire un petit mot. Merci beaucoup.